Ce devait être un sommet économique de routine à Dakar, au Sénégal, un rassemblement de dirigeants africains et de délégués internationaux pour discuter du développement régional. Mais derrière la grandeur des discours soigneusement préparés et des sourires destinés aux caméras, une tempête se préparait. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, était arrivé avec un message qui allait bouleverser tout l'ordre du jour. Avant même qu'il ne monte sur scène, des murmures remplissaient le salon VIP. Certains délégués refusèrent de le saluer. D'autres échangèrent des sourires narquois, murmurant à propos de ce jeune révolutionnaire et affirmant qu'il était ivre de défiance. Un diplomate américain fut entendu en train de dire à un officiel français « Il pense pouvoir reconstruire l'Afrique sans nous ? Nous verrons jusqu'où son arrogance le mènera. » Si vous croyez en la justice, en la foi et en ceux qui changent le monde depuis l'ombre, alors l'histoire d'Ibrahim Traoré est incontournable. Un leader sans luxe, sans tribune, seulement du courage et une vision brûlante pour l'Afrique. C'est un voyage époustouflant, plein de rebondissements, de révélations et d'une vérité qui a ébranlé le monde. Cliquez sur « J'aime », partagez la vérité et abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer le prochain chapitre de cette révolution. Maintenant ensemble vivant l'esprit de force et d'autonomie africaine. La tension monta d'un cran lorsque la délégation de Traoré reçut une notification judiciaire d'un cabinet de conseil occidental, menaçant d'un arbitrage international en raison de la décision du Burkina Faso d'annuler des contrats miniers abusifs. La lettre accusait Traoré de violer des traités d'investissement internationaux, une menace à peine voilée destinée à intimider. Le message était clair. Obéissez aux règles que nous avons écrites, ou subissez des sanctions financières. Pour beaucoup de dirigeants, un tel avertissement aurait provoqué un recul. Mais pas pour Ibrahim. Lorsqu'il prit la parole au micro plus tard dans l'après-midi, il ne broncha pas. Sa voix était calme, son regard ferme. Certains disent que je suis imprudent de refuser les ordres de Washington ou de Bruxelles. Certains prétendent que j'ai déclaré une guerre économique. Mais moi, je dis ceci. L'Afrique ne sera jamais libre tant que nous continuerons à mendier des miettes à ceux qui se sont enrichis sur notre souffrance. Il marqua une pause, laissant le silence envelopper la salle dans un malaise palpable. Ils appellent cela l'aide étrangère. Moi, j'appelle cela de l'argent du silence. Nous ne sommes pas à vendre. Ce discours fit l'effet d'une onde de choc. Les médias occidentaux le qualifièrent de provocateur. Des commentateurs américains le surnommèrent une menace pour la stabilité régionale. Mais parmi la jeunesse africaine, il se produisit quelque chose d'inattendu. Les hashtags explosèrent sur les réseaux sociaux. Hashtag New African Money, hashtag We Stand with Traoré, hashtag African Unity. Dans les marchés et les mosquées, dans les salles de classe et au coin des rues, les discussions commencèrent, de vraies discussions sur l'autosuffisance. L'idée que l'Afrique pouvait bâtir son propre modèle économique, propulsé par sa propre monnaie, ses propres industries et sa propre gouvernance, devint soudainement tangible. Et cela terrifia les anciennes puissances. En quelques jours, des sanctions furent discrètement évoquées dans les salles de décision. Un sénateur américain lança un commentaire à peine dissimulé à la télévision. Nous ne pouvons pas laisser ce capitaine déstabiliser la région. Un ambassadeur européen suggéra de suspendre l'aide. Pendant ce temps, des campagnes de désinformation diffusèrent des rumeurs affirmant que Traoré était un dictateur, que des manifestations éclataient à Ouagadougou, que la guerre civile était imminente. Mais lorsque des journalistes indépendants arrivèrent, ils constatèrent tout le contraire. Ils virent des enfants agitant fièrement le drapeau du Burkina Faso dans les écoles. Des agriculteurs exhibant avec fierté leur nouvelle coopérative. Des femmes dans les villages discutant de nouveaux programmes de microcrédits gouvernementaux. La révolution n'était pas le chaos, c'était un ordre né de la dignité. La vérité était qu'Ibrahim Traoré avait réveillé une puissance longtemps endormie. La fierté panafricaine. Sa vision du New African Money, une monnaie soutenue par les ressources régionales et protégée des systèmes monétaires coloniaux, n'était pas seulement économique. Elle était spirituelle. C'était un rejet de siècles de manipulation déguisée en développement. Nous ne rejetons pas le monde, déclara-t-il lors d'un autre discours télévisé.
Mais nous refusons d'en être les esclaves. L'unité africaine commence lorsque nous cessons de nous vendre pour obtenir l'approbation étrangère. Donald Trump, apprenant la popularité grandissante du mouvement, aurait fulminé lors d'une réunion privée. S'il veut jouer au dur, montrons-lui comment fonctionne le monde. La pression secrète s'accrut. Des agents de renseignement tentèrent de semer la discorde. Des groupes armés reçurent des financements et des armes. Les alliés régionaux furent poussés à se retourner contre Traoré. Mais rien de tout cela ne fonctionna. Pourquoi? Parce que le peuple avait déjà pris sa décision. Il ne s'agissait plus d'un seul homme. Il s'agissait de toute l'Afrique. Il s'agissait de reprendre des avenirs volés. Partout sur le continent, des musiciens composèrent des chansons en l'honneur de Traoré. Des artistes peignirent des fresques le représentant debout, le continent en arrière-plan. Des économistes du Ghana, du Nigeria et du Kenya prirent contact pour collaborer au New African Monetary Framework. Le rêve n'était plus théorique, il avançait, respirait, devenait réalité. Et tout au long de ce chemin, Ibrahim continuait d'avancer. Fatigué, souvent ciblé, mais jamais seul. Il savait ce qu'il risquait. Chaque discours pouvait être son dernier. Chaque apparition publique était surveillée par ceux qui lui voulaient du mal. Mais il refusa d'avoir un sosie, refusa de se cacher. « Si je meurs pour ce rêve, confia-t-il un soir à son principal conseiller, alors enterrez-moi sous les racines d'un baobab, là où la liberté continuera de croître. » Ce n'est pas seulement une histoire de confrontation. C'est une histoire de renaissance. De comment l'autonomie africaine est née non pas du confort, mais du feu. Et de comment la défiance d'un homme a enflammé l'âme d'un continent. Alors que le monde observait, beaucoup étaient déconcertés. Comment ce capitaine pouvait-il tenir tête aux titans de la finance et de la politique mondiale? Mais l'Afrique connaissait la réponse. Lorsqu'un homme se dresse pour son peuple, il devient plus qu'un leader. Il devient un miroir dans lequel le continent reconnaît sa propre puissance. Et ce n'est que le début. La lumière dorée se répandait sur les jardins du palais présidentiel de Ouagadougou. Les oiseaux chantaient au-dessus des arbres en fleurs, inconscients de la tempête silencieuse qui approchait. À l'intérieur, la tension était palpable. Le capitaine Ibrahim Traoré, vêtu de son habituel uniforme militaire vert olive, marchait silencieusement dans les couloirs, ses bottes résonnant sur les sols de marbre. Dans ses mains, il tenait une lettre, une enveloppe marquée du sceau des États-Unis, lourde du poids du pouvoir étranger. L'expéditeur, Donald J. Trump. Il s'arrêta, fixant l'enveloppe. La qualité du papier ne signifiait rien pour lui, seul comptait le ton des mots. Il l'ouvrit et lut attentivement. « Monsieur Traoré, vous êtes prié de venir aux États-Unis dès que possible pour une réunion privée de la plus haute importance. Votre présence est personnellement requise par moi, Donald J. Trump. Nous avons des affaires sérieuses à discuter. Ne tardez pas. » Un mot résonna dans son esprit comme une alarme. Requis. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre déguisé, sec, froid et condescendant. Il ne s'adressait pas à un chef d'État avec courtoisie. Il parlait à un subordonné. Un pion. Le président du Burkina Faso venait d'être convoqué comme un simple coursier. L'insulte n'était pas criante, mais elle résonnait de façon assourdissante dans ses implications. En quelques minutes, la salle de crise fut remplie. Autour de la table se tenaient les principaux conseillers de Traoré, experts en diplomatie, en affaires militaires et en renseignement. La lettre fut posée devant eux comme une arme chargée. Les avis s'affrontèrent. Un conseiller suggéra qu'une rencontre, même dans des conditions difficiles, pourrait offrir des opportunités. Un autre, furieux, déclara « Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la domination déguisée. Cette lettre ne nous considère pas comme des égaux. Elle nous voit comme des outils. » Traoré écouta en silence. Il relut la lettre et parla calmement. « Vous le ressentez aussi, n'est-ce pas? Il n'y a aucun respect ici. Je suis peut-être jeune. On m'appelle capitaine. Mais je représente un peuple. Et mon peuple n'est pas un pion sur l'échiquier des rois étrangers. » Un lourd silence tomba sur la salle. Puis, se levant de son siège, il marcha lentement. « Nous ne rejetons pas une invitation d'une puissance mondiale sans réflexion, dit-il. Mais nous n'obéissons pas non plus à un ordre déguisé en politesse. Ce que je veux,
C'est une réponse qui préserve notre dignité. Pas un rejet, pas un conflit. Un message. Pendant des heures, le capitaine resta seul dans son bureau, perdu dans ses pensées. Dehors, le drapeau du Burkina Faso flottait dans le vent, symbole de résistance, de souveraineté, d'espoir. À l'intérieur, Traoré comprenait que ce n'était pas seulement une lettre. C'était un test, un piège conçu pour l'acculer. Un piège qui présumait qu'il se soumettrait. Mais au matin, sa décision était prise. Il n'irait pas à Washington. Pas à ces conditions. Pas avec ce ton. Ce n'était pas la peur qui guidait sa décision, c'était le principe. La dignité et la priorité nationale. Le Burkina Faso faisait face à des pressions économiques, à des insurrections violentes et à des campagnes de diffamation orchestrées. Et maintenant, un ancien président américain, installé dans une tour dorée, tentait de tirer les ficelles du leadership africain comme un empereur médiéval. Traoré dicta sa réponse. Calme, stratégique, firme. Il accusa réception de la lettre, remercia M. Trump pour sa communication, et déclara que, bien que le Burkina Faso valorise un dialogue respectueux avec tous les acteurs mondiaux, toute conversation devait commencer sur la base du respect mutuel, et non de l'obligation. Ces mots exacts furent: le Burkina Faso n'est pas un territoire à convoquer. C'est une nation souveraine qui suit son propre chemin. La réponse fit sensation à travers le continent. Les critiques en Occident la qualifièrent de défiance. Mais partout en Afrique, elle inspira autre chose, de l'admiration. Et une conversation cruciale, sur le New African Money, la souveraineté économique et la nécessité de rompre avec les systèmes économiques postcoloniaux. Le refus de Traoré n'était pas seulement diplomatique, il était symbolique. Il ne rejetait pas le dialogue. Il rejetait l'idée que l'Afrique doive demander la permission d'exister, de s'élever, de choisir son propre avenir. Peu après, Ibrahim Traoré rassembla de jeunes économistes africains, des leaders et des figures culturelles pour un nouveau sommet, cette fois à Ouagadougou. L'objectif, lancer l'Alliance monétaire nouvelle africaine, une initiative visant à créer une nouvelle monnaie numérique panafricaine, adossée aux ressources minières, à l'agriculture et à la richesse partagée. C'était un pas vers l'autosuffisance africaine et un défi lancé à la domination ancienne du franc CFA et du dollar dans la région. Lors de ce sommet, Traoré se tint devant les nations réunies et déclara: « Que le monde sache, nous ne sommes pas les mendiants du progrès. Nous sommes les bâtisseurs de notre propre avenir. L'unité n'est pas un rêve. C'est une décision. Et aujourd'hui, nous décidons. » Ce moment dépassait la politique, il était spirituel. Pour la première fois depuis des générations, de nombreux Africains sentirent qu'ils avaient une voix assez forte pour répondre aux puissances mondiales. Non pas par le silence ou la soumission, mais avec fierté. Et quant à la lettre, elle fut archivée au Musée national, enfermée dans une vitrine de verre scellé, avec une plaque en dessous: « Le jour où nous avons choisi la dignité plutôt que l'obéissance. » L'histoire du capitaine Ibrahim Traoré n'avait jamais été une affaire de défi pour le bruit du défi. C'était une histoire de recentrage, replacer l'Afrique au cœur de son propre récit. Et pour ceux qui observaient depuis leur tour lointaine, ceux qui autrefois chuchotaient des ordres sur du papier luxueux, le message était clair: l'Afrique ne prend plus d'ordre. Elle écrit désormais son propre avenir. La réponse officielle fut brève, diplomatique et précise. Pour le moment, les urgences nationales ne permettent pas au président Traoré de se déplacer. Une rencontre future pourra être envisagée en fonction de l'évolution de la situation. Mais sous ces mots, le message était limpide. Le Burkina Faso ne saute pas aux ordres d'autrui. Il choisit son propre chemin, ses propres priorités. Surtout lorsque la convocation est empreinte d'arrogance. Moins de 48 heures après cette réponse, la tempête médiatique éclata. Les chaînes câblées américaines lancèrent leur campagne de dénigrement, présentant le capitaine Ibrahim Traoré comme un rebelle imprudent d'Afrique de l'Ouest, un populiste refusant de se plier aux règles du monde globalisé. Les gros titres dégoulinaient de condescendance. Un dirigeant africain défiant menace la stabilité régionale. Le capitaine du chaos refuse toute coopération. L'objectif était évident: le délégitimer, l'isoler, l'humilier pour le soumettre. Puis vint Trump lui-même. Dans l'une de ses vidéos virales emblématiques,
debout devant un drapeau américain, il parla avec sa fanfaronnade habituelle. Certains dirigeants pensent être des héros. Ils croient que défier l'Amérique les rend forts. Mais ils apprendront. Le monde ne joue pas à leur petit jeu. Ils finiront seuls et faibles. Ce n'était pas seulement une réprimande publique, c'était une menace à peine voilée, destinée à l'humilier. Dans son bureau à Ouagadougou, Ibrahim Traoré regarda la vidéo en silence. Ses poings se serrèrent lentement, sa mâchoire se contracta, et son regard se durcit. Ses conseillers échangèrent des regards inquiets, incertains de ce qu'il allait dire. Mais il ne parla pas, du moins, pas tout de suite. Son silence n'était pas de la peur. C'était de la concentration. Ce qui l'énervait n'était pas seulement l'insulte. C'était la priorité déplacée. Alors que son peuple luttait contre la pauvreté, la violence des insurgés et l'insécurité alimentaire, les puissances mondiales jouaient des jeux d'ego exigeant des rencontres, imposant des conditions, manipulant les récits. Un président ne doit pas courir après la gloire pendant que sa maison brûle, déclara-t-il finalement. Il doit rester dans les flammes, avec son peuple, jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Ainsi, le capitaine Ibrahim Traoré prit un stylo, non par l'intermédiaire de son secrétaire, mais de sa propre main, et écrivit une seconde lettre. Celle-ci était personnelle, incisive, profondément ancrée dans la voix de la dignité africaine. Monsieur Trump, je vous ai lu. Je vous ai entendu. Je comprends que vous ayez des choses à dire, point. Mais ici, nous avons nos propres priorités. Nos propres douleurs, point. J ne ferme pas la porte au dialogue. Mais cette porte s'ouvrira à nos conditions, à notre rythme, point. Et si une rencontre a lieu, elle devra respecter notre dignité, point. Le Burkina Faso n'est pas à genoux. Il se tient debout. Qu'il soit respecté, point. Capitaine Ibrahim Traoré. Cette lettre, courte et percutante, était bien plus qu'un message adressé à Trump. C'était une ligne tracée dans l'histoire. Une déclaration au monde entier. L'Afrique aussi a ses lignes rouges. Une voix. Une fierté qui refuse de se soumettre. Les médias internationaux réagirent dans une véritable frénésie. Les analystes débattirent pour savoir si le Burkina Faso n'avait pas dépassé les bornes. Certains qualifièrent l'acte de dangereux. D'autres le jugèrent suicidaire. Mais dans les rues de Ouagadougou, le peuple vit autre chose, du courage. Dans les marchés, les écoles, les taxis et les foyers, un murmure s'éleva. Il ne s'est pas agenouillé. Les enfants répétèrent ces paroles. Les anciens opinèrent en silence. Des artistes peignirent des fresques portant l'inscription « Nous restons debout ». Sur Internet, un mouvement prit racine. Hashtag Africanity, hashtag New African Money, hashtag Self-Reliance. Mais Washington n'en avait pas fini. Quelques jours plus tard, l'ambassade des États-Unis délivra une réponse froide et brutale. Elle ne passa pas par la diplomatie, mais par la politique. À compter de maintenant, aucun citoyen du Burkina Faso n'est autorisé à entrer aux États-Unis. Tous les visas sont suspendus. Aucune exception, jusqu'à nouvel ordre. Dites au président Traoré que s'il ne respecte pas le leadership américain, son pays sera traité comme une menace. C'était un ultimatum, une punition infligée non à un seul homme, mais à toute une nation. La nouvelle frappa la capitale comme un coup de tonnerre. Projets, rêves et familles furent bouleversés. Des étudiants, qui s'étaient préparés pendant des années à étudier à l'étranger, virent soudainement les portes se refermer devant eux. Des entrepreneurs perdirent des opportunités. Des proches furent coupés du reste du monde. Dans les taxis, les cafés et les étals de marché, la même question résonnait. Pourquoi nous? Qui est-il pour décider de notre avenir? Lawanta et colère monta. Mais autre chose monta aussi, la clarté. De jeunes Burkinabés inondèrent les réseaux sociaux de messages de défis audacieux. Nous n'avons pas besoin de visa pour avoir de la dignité, déclara l'un d'eux. Un autre écrivit. Nos ancêtres se sont battus sans permission. Nous ferons de même. Et encore, qu'il garde sa tour dorée. Nous construirons notre nation avec nos propres mains. Au palais présidentiel, Ibrahim Traoré reçut la notification officielle. Il la lut lentement, puis ferma les yeux. Il n'y eut ni panique, ni rage. Seulement le silence et la résolution. Il comprenait parfaitement ce qui se passait. L'Amérique tentait d'isoler le Burkina Faso, d'utiliser la peur comme une arme.
Mais il savait aussi qu'une force bien plus grande avait déjà commencé à émerger. Partout sur le continent, les dirigeants prirent note. Certains commencèrent à parler plus audacieusement de l'indépendance économique. D'autres, plus discrets, s'informèrent sur le projet New African Money, l'initiative de Traoré pour créer une monnaie continentale indépendante du contrôle financier occidental. Le rêve d'une Afrique autosuffisante n'était plus seulement un idéal. Il devenait un mouvement. Dans le silence de son bureau, Traoré fit un choix. Il ne répondrait pas à la haine par la haine. Il ne reflèterait pas l'arrogance dirigée contre lui. Au lieu de cela, il répondrait par la sagesse, par la vérité, par la dignité. Une nouvelle conférence de presse fut convoquée. Mais cette fois, elle ne fut pas marquée par la défiance, elle fut marquée par la réflexion. La salle tomba dans un silence profond alors que le capitaine s'adressa une nouvelle fois au monde. « Monsieur le Président Trump, commença-t-il, je crois que vous avez mal interprété notre silence. Vos silence. » Il regarda directement la caméra, avec un regard ferme et sincère. « Nous ne vous avons jamais manqué de respect. Nous avons simplement demandé du temps. Pendant que vos lettres arrivaient, nos villages pleuraient. Notre peuple était attaqué. Nos jeunes avaient faim. Alors oui, nous avons choisi de venir en aide à notre peuple d'abord. Non par irrespect, mais par responsabilité. » Il y eut une longue pause, puis une vérité énoncée avec précision. « Vous dites que nous avons besoin de vous. C'est vrai, nous ne le nions pas. Mais n'oubliez pas, vous avez aussi besoin de nous. Le monde n'appartient pas à une seule puissance. Il appartient à nous tous. L'équilibre n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. » Il poursuivit, sa voix montant, emplie de conviction. « Vous avez votre richesse, votre technologie, votre armée. Nous avons notre courage, nos jeunes, nos ressources naturelles, notre humanité. Nous n'offrons pas la soumission. Nous n'incitons pas à la révolte. Nous offrons quelque chose de plus grand, une coopération honnête, un échange équitable et un véritable soutien. » Son message ne s'adressait pas seulement à Trump. Il était destiné à toutes les nations qui avaient un jour abaissé l'Afrique. À toutes les institutions qui avaient un jour traité la dignité africaine comme une variable négociable. « Monsieur Trump, conclut-il, le respect ne s'achète pas. Il. La grandeur d'une nation ne se mesure pas à ses gratte-ciel ni à ses missiles. Elle se mesure à la profondeur de son humanité, à la force de son peuple, à l'honnêteté de ses dirigeants. » Ce discours était bien plus qu'une réponse. C'était un manifeste. Le Burkina Faso était devenu un symbole, non pas de conflit, mais d'une nouvelle identité africaine. Une identité enracinée dans la fierté, non dans la permission. Prête à affronter sanctions, isolement, voire menaces pour le principe. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le New African Money n'était pas seulement un projet. C'était une philosophie, construire par nous-mêmes, financer par nous-mêmes, nous élever selon nos propres termes. Sa détermination inspira non seulement le Burkina Faso, mais tout un continent. Au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, de jeunes leaders, militants et étudiants commencèrent à citer les paroles de Traoré. Une fresque apparut à Dakar, son visage accompagné des mots « L'Afrique ne pliera pas ». Même sous l'effet des sanctions et malgré la raréfaction de l'aide internationale, les Burkinabés restèrent fermes. Le peuple savait que ce combat n'était pas celui des armes, mais celui de la volonté, de l'identité, de savoir si l'Afrique pouvait enfin se tenir debout sans demander la permission. Et à travers chaque discours, chaque refus de plier, Ibrahim Traoré envoyait inlassablement le même message. Nous sommes peut-être petits, mais nous ne sommes pas faibles. Nous sommes peut-être jeunes, mais nous ne sommes pas naïfs. Et nous sommes peut-être isolés, mais nous ne sommes pas seuls. Dans le silence qui suivit son discours, un nouveau chapitre s'ouvrit, non pas pour un seul homme, mais pour tout un peuple choisissant d'écrire son avenir dans sa propre langue, sur sa propre terre, avec ses propres mains. « Nous ne voulons pas la guerre », déclara le capitaine Ibrahim Traoré, sa voix calme mais inébranlable, résonnant à travers une salle de presse silencieuse. Ni dans les médias, ni dans la politique, ni dans les valeurs. Nous voulons avancer avec ceux qui nous considèrent comme des partenaires, non comme des sujets. Si vous êtes prêts à bâtir une relation équitable, nous sommes là.
Mais si vous pensez pouvoir nous punir simplement parce que nous avons dit non, alors vous ne comprenez vraiment pas qui nous sommes. Ces mots n'étaient pas empreints de venin. Ils étaient chargés de vérité. Un léger applaudissement rompit la tension, se transformant en une vague d'admiration respectueuse. Ce n'était pas simplement un discours, c'était une ligne tracée dans le sable. Un message adressé au monde entier. Nous ne sommes pas vos ennemis. Mais jamais nous ne serons vos esclaves. En quelques heures, le discours fit le tour du globe. Les grands médias le traduisirent en plusieurs langues. Les commentateurs, certains à contre-cœur, d'autres avec surprise, le qualifièrent de chef-d'œuvre moral. Les messages affluèrent de la diaspora burkinabé. Merci, capitaine. Merci de tenir fièrement pour nous. Même les critiques ne purent s'empêcher de reconnaître la clarté et le courage de ses paroles. Car Trump n'avait pas défié un seul homme, il avait défié une nation. Et cette nation s'était levée. Quelque chose avait changé. Quelque chose d'irréversible. Pendant des générations, l'Afrique avait souvent été réduite au silence, acculée, forcée de plier. Mais désormais, l'Afrique parlait. L'Afrique enseignait. L'Afrique se tenait debout. Et au cœur de ce changement se trouvait un homme, un capitaine, un soldat, un serviteur du peuple, Ibrahim Traoré. Les jours devinrent des semaines. Le silence qui suivit le discours de Traoré n'apaisa pas la tension, il l'approfondit. De nouveaux débats éclatèrent sur les plateaux internationaux. Les accusations fusèrent. Certains, à Washington, parlèrent d'une humiliation diplomatique. Donald Trump, dans les coulisses, était furieux. Il voulait qu'Ibrahim s'incline, qu'il vienne à son bureau et valide sa domination. Mais Traoré avait encore un dernier mouvement à jouer. Il choisit d'y aller. Oui, il irait à Washington comme Trump l'avait exigé au départ. Mais pas pour s'excuser. Pas pour se soumettre. Pour parler, d'homme à homme, de leader à leader. Le monde entier retint son souffle. Le grand jour arriva. Le convoi présidentiel devait quitter Ouagadougou dans l'après-midi. L'avion était prêt, l'équipe de protocole préparée, les équipes de sécurité briefées. De l'autre côté de l'océan, Trump, installé à la Maison-Blanche, était convaincu que le président africain venait enfin se soumettre. Mais le destin en décida autrement. À seulement quelques heures du départ, une alerte rouge s'afficha sur les écrans de renseignement. Une attaque terroriste avait frappé le sud-est du Burkina Faso. Plusieurs villages étaient assiégés. Des familles étaient piégées. Des enfants, des personnes âgées, des femmes, pris entre deux feux. Traoré en fut immédiatement informé. La salle resta figée tandis qu'il fixait les images, de la fumée s'élevant des toits, des corps portés, des mères hurlant leur désespoir. Il se leva lentement et regarda son équipe. Le peuple passe avant tout, dit-il, sa voix calme mais empreinte d'acier. Tout le reste peut attendre. S.